La relativité a bouleversé notre vision du monde. Elle conduit à plusieurs paradoxes, des situations qui choquent le sens commun et qui semblent contradictoires. Le plus connu, c'est le paradoxe des jumeaux. Un des deux jumeaux fait un voyage dans l'espace à grande vitesse, et quand il revient, il se rend compte que son frère qui est resté sur Terre a beaucoup plus vieilli que lui. La mesure du temps n'est pas la même suivant le trajet suivi. Souvent, vous verrez dans les livres et dans les vidéos sur le sujet qu'on résout ce paradoxe en disant que le jumeau voyageur a accéléré contrairement à celui qui est resté sur Terre. Mais on va voir que si on va au bout du raisonnement, il reste des problèmes à résoudre, notamment sur la notion d'accélération et sur un des principes les plus mystérieux de la physique, le principe de Mach. Différents dispositifs ont été inventés au cours de l'histoire pour mesurer le temps. Dans la vidéo précédente sur les inventions de l'Antiquité, on a décrit la clepsydre et le cadran solaire. Ensuite, avec l'évolution des technologies, on a mesuré les durées avec des sabliers, des horloges et bien sûr des montres. Et le partenaire du jour, Holzkern, est parfait pour répondre à la question suivante. Pourquoi a-t-on choisi ce sens de rotation pour les aiguilles d'une montre ? Est-ce qu'on a fait ce choix par hasard, il y avait une chance sur deux ? Eh bien pas du tout, ça n'a pas été choisi au hasard, ça vient justement des cadrans solaires. Comme ils ont été inventés dans l'hémisphère nord, le matin le soleil se lève à l'est, donc l'ombre du bâton est à l'ouest. À midi le soleil est au sud, parce qu'on est dans l'hémisphère nord, donc l'ombre du bâton est projetée au nord. Et le soir, le soleil se couche à l'ouest, donc l'ombre est à l'est. L'ombre du bâton fait donc le trajet ouest-nord-est, le fameux sens des aiguilles d'une montre. J'ai choisi Holzkern parce que c'était parfait pour le thème de la vidéo et aussi parce que je trouve leurs produits magnifiques. Tout est fabriqué à partir de matériaux naturels, du bois, de l'améthyste, du marbre. L'avantage du bois, c'est que vous avez naturellement des motifs comme sur cette montre en bois zébré. En plus des montres, Holzkern propose des bijoux, des lunettes de soleil, des sacs à main. Vous verrez sur le site, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des milliers de designs différents avec des matériaux uniques et originaux. Holzkern, c'est une entreprise qui produit en petite quantité pour garantir une production responsable et éthique. La livraison et les retours sont gratuits et faciles et tous les produits sont garantis 2 ans. Si vous voulez jeter un œil, passez par le lien en description, comme ça vous aurez 15% de réduction sur tous les produits grâce au code LIVRE. Dans la vidéo sur le voyage dans la galaxie, on a montré que la vitesse de la lumière constante implique la dilatation des durées. Si mon ami voyage dans un vaisseau spatial et qui tape des mains toutes les secondes, il va mesurer 1 seconde entre chaque clap, mais moi je vais mesurer une durée plus longue, par exemple 2 secondes. Il y a une dilatation des durées. Et plus mon ami se rapproche de la vitesse de la lumière, et plus cette dilatation est importante, plus entre guillemets je vois mon ami au ralenti. Sauf que la relativité se base sur 2 hypothèses, la vitesse de la lumière constante et le principe de Poincaré, la vitesse d'un objet est toujours relative. Là, vous avez l'impression d'être fixe dans votre canapé, mais par rapport au soleil, vous allez à 100 000 km/h. Je dois toujours préciser ma vitesse par rapport à quoi ? Par rapport à quel référentiel ? Et donc, mon ami, par exemple, il va à 87% de la vitesse de la lumière par rapport à moi. Il va à 260 000 km par seconde. Je choisis 87%. Parce que c'est ce qui permet d'avoir une dilatation du temps d'un facteur 2. Le facteur de Lorentz vaut 2. Donc je mesure des durées 2 fois plus longues. Sauf que mon ami, il a le droit de dire que c'est moi qui me déplace par rapport à lui à 260 000 km par seconde. Donc moi je le vois au ralenti, mais si je me mets à taper des mains, la situation est symétrique, donc lui aussi, il va me voir au ralenti. Et donc, au final, qui ralentit ? Qui vieillit moins vite ? Lui ou moi ? Si on me pose la question, je vais dire que c'est lui qui vieillit moins vite, et si on lui pose la question, il va dire que c'est moi. On n'est pas d'accord, on a l'impression qu'il y a une contradiction, ça c'est un premier paradoxe.
En fait, il n'y a pas de contradiction. Le problème vient de la question qui vieillit moins vite. Cette question est mal posée. Elle part du principe que le temps est absolu, qu'une des deux personnes vieillit moins vite de manière absolue. Or, en relativité, la mesure des durées est justement relative. On l'a vu, il faut toujours préciser la vitesse d'un objet par rapport à qui. De la même manière, il faut toujours préciser la mesure d'une durée par rapport à qui. Chacun a sa propre vérité sur la mesure d'une durée. Et donc moi, je considère que mon ami est au ralenti, je considère qu'il vieillit moins vite, et mon ami considère que je suis au ralenti, que c'est moi qui vieillis moins vite. On a tous les deux raison, on ne mesure pas la même chose, il n'y a pas de contradiction, la situation est symétrique. Quand on parle de paradoxe, il faut faire attention parce qu'il y a souvent deux sens différents donnés à ce mot. Parfois, on veut dire que c'est contre-intuitif, et parfois, on veut dire que c'est contradictoire. Ici, la situation, elle est contre-intuitive. Notre intuition n'est pas habituée à gérer des objets qui vont très vite. Par contre, il n'y a pas de contradiction logique. Et donc, on considère que le paradoxe est résolu. Ça, c'était un premier paradoxe, c'était le paradoxe des durées. Maintenant, on va s'attaquer à un autre paradoxe, le paradoxe des jumeaux. Moi, je suis le jumeau A, je reste sur Terre, et moi, je suis le jumeau B, je vais faire un aller-retour dans l'espace à grande vitesse. Voilà, il est parti, je suis le jumeau A qui reste sur Terre. Si la vitesse de son vaisseau spatial se rapproche de la vitesse de la lumière, je vais voir entre guillemets le jumeau B au ralenti, à la fois pendant l'aller et pendant le retour. Je mets des guillemets parce que la lumière met un certain temps à me parvenir, il faut prendre en compte l'effet Doppler. On va oublier ces phénomènes de propagation pour l'instant et ne parler que des phénomènes de relativité. Pour fixer les idées, on va prendre une valeur numérique, on va supposer que le vaisseau spatial du jumeau B se déplace à 99,5% de la vitesse de la lumière. Si on fait le calcul, ça donne un facteur de Lorentz égal à 10. Pour le jumeau voyageur, l'aller-retour dure par exemple 4 ans, mais pour moi qui suis resté sur Terre, il faut multiplier par 10, c'est la dilatation du temps. Pour moi, l'aller-retour dure 40 ans. Quand il revient, le jumeau B n'a vieilli que de 4 ans, et moi, qui suis resté sur Terre, j'ai vieilli de 40 ans. Ça, c'est un premier résultat paradoxal. En partant du même point au début et en arrivant au même point à la fin, si les trajectoires sont différentes, les durées de parcours vont être différentes. C'est totalement contre-intuitif, c'est inattendu, mais c'est un résultat de la relativité. C'est une conséquence des calculs de la relativité. La théorie n'a jamais été mise en défaut jusqu'ici, et on a vérifié par l'observation ce décalage temporel sur des durées beaucoup plus petites. C'est l'expérience d'Affelé-Keating. Donc encore une fois, c'est contre-intuitif, mais il n'y a pas de contradiction logique, donc c'est pas un paradoxe. C'est pas ça le paradoxe des jumeaux. Ici, on a deux trajectoires différentes dans l'espace-temps. On sait que le temps n'est pas absolu, il n'y a aucune raison que ces deux trajectoires prennent la même durée. Le paradoxe des jumeaux apparaît quand on se place du point de vue du jumeau B, du jumeau voyageur. On l'a dit en début de vidéo, si le jumeau B, le jumeau voyageur, se déplace à grande vitesse par rapport à moi, alors je le vois au ralenti. Pour le dire plus rigoureusement, quand il tape dans ses mains, je mesure une durée plus longue que lui entre deux claps. Mais si on se place du point de vue du jumeau B, c'est moi, le jumeau A, qui me déplace. Le jumeau B, il voit la Terre s'éloigner de lui à grande vitesse. Et donc, de son point de vue, c'est moi qui suis au ralenti. Donc moi, je le vois vieillir moins vite, et lui, il me voit vieillir moins vite. D'ailleurs, si on regarde les trajectoires, on a l'impression que c'est symétrique. Moi, je vois le vaisseau faire un aller-retour, et le jumeau B, s'il pense être fixe,
il voit la Terre faire un aller-retour. Et donc, si la situation est symétrique, pourquoi, à la fin, un des deux jumeaux finit plus jeune que l'autre? C'est paradoxal. On a l'impression qu'il y a une contradiction. Et c'est ça l'énoncé du paradoxe des jumeaux. La résolution du paradoxe qu'on entend souvent, c'est que, en fait, la situation n'est pas symétrique. Vous avez peut-être déjà lu des choses sur le sujet. La clé de l'énigme, c'est que le vaisseau décélère et accélère au moment du demi-tour. Il se passe quelque chose de spécial au moment de cette accélération. Pour ceux qui connaissent, il y a un changement de référentiel galiléen. Du point de vue du jumeau A, qui est resté sur Terre, la Terre se déplace quasiment à vitesse constante dans l'espace. Il n'y a pas cette accélération énorme que subit le jumeau B au moment du demi-tour. Et donc la situation n'est pas symétrique, ce qui résout le paradoxe. On croyait que la situation était symétrique, c'était en contradiction avec l'observation des jumeaux qui n'ont pas le même âge à la fin. En fait non, la situation n'est pas symétrique à cause de l'accélération. Donc il n'y a aucun problème à ce que les durées mesurées soient différentes. On a résolu le paradoxe. Vraiment ? Ce qui nous a permis de dire que la situation n'est pas symétrique, c'est donc l'accélération. En relativité, la vitesse est relative et l'accélération est absolue. Alors l'avantage de ces phrases, c'est qu'elles sont courtes et percutantes. L'inconvénient, c'est qu'elles manquent un peu de précision. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on prononce la phrase « l'accélération est absolue ». On a déjà parlé des référentiels galiléens sur cette chaîne. On a dit que dans ces référentiels, on ne ressentait pas d'accélération. Si vous êtes dans une voiture à vitesse constante, vous êtes dans un référentiel galiléen. Si la voiture se met à accélérer ou à tourner, vous êtes projeté en arrière ou sur le côté, vous ressentez une accélération, la voiture n'est plus un référentiel galiléen. Globalement, quand un objet se déplace à vitesse constante, s'il n'accélère pas et s'il ne tourne pas sur lui-même, on dit que c'est un référentiel galiléen, et ce sont les bons référentiels pour faire de la physique. Ok, revenons à nos jumeaux. En première approximation, la Terre, c'est un référentiel galiléen. Il y a toujours des accélérations, mais elles sont très faibles. Par contre, dans le vaisseau spatial, au moment du demi-tour, il y a une accélération importante. Le jumeau, il va ressentir quelque chose d'anormal, il va ressentir cette accélération. Et là, on a un premier problème. On ne peut pas construire une théorie physique sur un ressenti. Si j'ai un pouvoir magique et qu'en claquant des doigts, je supprime la gravité dans votre pièce, vous allez vous mettre à flotter comme si vous étiez en chute libre dans un avion qui fait des vols paraboliques. La situation devient anormale et au passage, vous avez peut-être un peu mal au ventre. Sauf que, dans cette situation de chute libre, justement, il n'y a plus d'accélération. Votre corps est calibré, le mot est important, vous allez voir, votre corps est calibré pour trouver normale la situation avec gravité, avec accélération. Votre corps n'est pas calibré sur l'accélération nulle. Donc le ressenti, on oublie, c'est trompeur. On va faire les choses de manière scientifique, on va utiliser un instrument de mesure. Et un instrument qui mesure l'accélération, vous en avez tous un dans la poche. Tous les téléphones modernes sont équipés d'un accéléromètre. Et vous pouvez facilement avoir accès aux mesures avec une application. Je laisse le téléphone immobile. Là, on se dit la vitesse est nulle, l'accélération est nulle. Et pourtant, regardez, l'accéléromètre mesure une accélération. Et oui, il est en train de mesurer l'accélération de la pesanteur. Ce sont seulement les référentiels en chute libre qui ont une accélération nulle.
Par rapport à ces référentiels en chute libre, vous pouvez imaginer plein de gouttes d'eau qui tombent autour de vous. Vous êtes en train d'accélérer vers le haut. D'ailleurs, si je lance mon téléphone en l'air, pitié ne le faites pas, s'il y a des milliers de gens qui regardent la vidéo et qui le font, statistiquement il y aura forcément de la casse. Voilà, vous êtes prévenus, je suis responsable de rien, laissez-moi prendre le risque tout seul. Donc je lance mon téléphone en l'air, et regardez, pendant la chute libre, l'accéléromètre ne mesure plus aucune accélération. C'est bon, je ne l'ai pas cassé. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut faire attention à la manière dont on calibre l'accéléromètre. Il faut se demander qu'est-ce qu'on définit comme étant une accélération nulle. Le jumeau B, il peut être de très mauvaise foi et dire qu'en fait, il faut calibrer les accéléromètres par rapport à lui. S'il est vraiment de mauvaise foi, il peut dire que c'est lui le référentiel galiléen. Il y a une accélération du jumeau B par rapport à la Terre, mais l'accélération du jumeau B par rapport à lui-même, elle est nulle. Donc on précise la phrase de tout à l'heure, l'accélération par rapport à un référentiel n'est pas absolue, elle est relative. Dans ce cas-là, on est embêté. Tout le monde prétend être un référentiel galiléen, quitte à redéfinir la calibration des accéléromètres. Et donc la situation redevient symétrique. Et pourtant, dans le monde réel, elle ne l'est pas. Le voyageur finit vraiment plus jeune. Pour de vrai, on a fait des expériences pour le confirmer. Donc on n'a pas fini. Il y a encore une contradiction apparente, c'est le paradoxe des accéléromètres. Il faut résoudre ce paradoxe en donnant la définition d'un référentiel galiléen sans parler d'accélération. Sinon, on tourne en rond. On définit l'accélération à partir des accéléromètres. Le problème, c'est que ces accéléromètres, ils sont calibrés pour donner une accélération nulle dans les référentiels galiléens. Donc d'un côté, là, pour définir l'accélération, on a besoin d'abord de définir les référentiels galiléens. Et d'un autre côté, un référentiel galiléen, qu'est-ce que c'est ? C'est un référentiel qui n'accélère pas. Donc pour définir les référentiels galiléens, on a besoin de la définition de l'accélération. On tourne en rond, ça va pas, ça donne des définitions circulaires. Il faut à tout prix définir les référentiels galiléens sans parler d'accélération. Alors, deux solutions. On peut donner une définition dynamique des référentiels galiléens. Autrement dit, on peut se demander quelles sont les causes des mouvements. Le vaisseau spatial, quand il fait demi-tour, il éjecte du carburant. Il se passe quelque chose de dynamique localement au niveau du vaisseau spatial. Et on l'a dit, si on se place du point de vue du vaisseau, le jumeau B, il est de mauvaise foi et il dit non, c'est la Terre qui fait un aller-retour. Sauf que l'éjection du carburant, elle se produit à proximité du vaisseau. Le demi-tour de la Terre et l'éjection du carburant sont trop éloignés. Ils ne peuvent pas être reliés causalement. Il ne peut pas y avoir de relation cause-conséquence entre les deux. Donc on peut balayer la mauvaise foi du jumeau B en regardant le comportement des objets localement. Et donc, on va dire que dans les référentiels galiléens, il n'y a pas d'éjection de carburant, il n'y a pas d'interaction avec d'autres objets, il n'y a pas de force extérieure. C'est une solution, mais le souci, c'est que ça nous donne une définition dynamique. On parle de la dynamique du carburant qui est éjecté et qui pousse le vaisseau. Or, en relativité, les définitions ne sont jamais dynamiques, elles sont toujours cinématiques. Ça veut dire qu'on décrit les trajectoires dans l'espace-temps sans jamais parler de force. Du coup, la solution que je propose, c'est la même que j'ai donnée dans la vidéo sur la définition du temps. Parmi tous les objets de l'univers, il y en a un nombre énorme
qui sont quasiment à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Si je regarde les galaxies pas trop éloignées autour de nous, elles ont des accélérations très faibles les unes par rapport aux autres. C'est cette classe d'objets qu'on va choisir comme référentiel galiléen. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le temps, c'est ce que j'appelle la grande classe d'équivalence. Donc ça permet de définir les référentiels galiléens et ensuite ça permet de calibrer l'accélération dans cet ordre-là. En faisant ça, on fait un truc un peu fou, on définit l'accélération en se basant sur les galaxies lointaines. On est obligé de faire ça. S'il n'y a pas les galaxies lointaines, s'il n'y a que deux objets dans l'univers, le jumeau A et le jumeau B, vous ne pouvez pas dire lequel des deux fait demi-tour. Vous ne pouvez pas dire lequel des deux accélère. C'est ce qu'on appelle le principe de Mach. L'accélération d'un objet dépend des autres masses présentes dans l'univers. C'est un principe qui est accepté par beaucoup de physiciens, mais qui n'est pas intégré à la relativité. Et avec ma définition de la grande classe d'équivalence, j'essaye de donner une piste pour faire le lien entre la relativité et le principe de Mach. Si je tourne sur moi-même, je vois les étoiles et les galaxies tourner autour de moi. Mais si j'étais le seul objet de l'univers, comment est-ce que je pourrais savoir si je tourne ou si je ne tourne pas? Je vous laisse réfléchir à cette question. Est-ce qu'on a besoin des autres masses de l'univers pour savoir si on tourne et si on accélère? C'était une vidéo assez ambitieuse, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à explorer cette idée de la grande classe d'équivalence et peut-être que j'écrirai un article sur le sujet. La prochaine vidéo de la série portera également sur la dilatation du temps, mais cette fois-ci lorsqu'elle est causée par la gravité. On va décrire la fameuse scène d'Interstellar où 1 heure sur la planète Miller correspond à 7 ans sur Terre. Merci à Holzkern pour le sponsor. J'ai mis le lien dans la description si vous voulez avoir les 15% de réduction avec le code livre. Merci aux tipeurs et aux gens qui donnent des super thanks. Portez-vous bien et à bientôt sur Livre et Sciences.